Will. Mesdames, Messieurs, étudiants, étudiantes, c'est avec un très grand honneur que le regroupement étudiant du Parti québécois, en collaboration avec les services socioculturels et pédagogiques du Cégep, vous permet d'assister à cette conférence, rendue possible grâce à la bonne volonté de la Société nationale des Québécois, Richelieu-Yamaska. Monsieur Bourgault a été président du regroupement pour l'indépendance nationale de 64 à sa dissolution en 68. Il rejoint instantanément le Parti québécois, parti duquel il démissionne en 73 lors du tournant étapiste. Depuis, journaliste, écrivain, animateur de radio, il est aussi professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal. Il est revenu au Parti québécois depuis l'arrivée de M. Parizeau à la présidence du parti. C'est un homme de grande expérience politique et il est venu vous en faire part. Je vous présente M. Pierre Bourgault. Mes chers amis, je dois vous dire que je suis assez content d'être ici aujourd'hui pour une raison très simple. L'automne dernier, je me suis acheté une ferme à Saint-David. Et depuis ce temps-là, je prétends être de la région. Et, depuis quelques mois, surtout chez les jeunes, on voit une prise de conscience et des actions pleines d'imagination qui étonnent même les gens de Montréal. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui surtout de langue et puis peut-être un peu d'indépendance. J'ai parfois l'impression, évidemment, de radoter. Ça fait tellement d'années qu'on parle de la langue et qu'on débat des conditions de la langue française au Québec, qu'on a l'impression que tout le monde devrait être au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et qu'on a l'impression parfois aussi que les problèmes devraient être réglés depuis longtemps, et pourtant, les problèmes ne sont pas tous réglés, loin de là, et nous avons encore à prendre un certain nombre de décisions. Vous allez dire, mais pourquoi la langue? Pourquoi accorde-t-on tant d'importance à la langue? Ça vaut pour nous autres, comme pour n'importe qui dans le monde, c'est que la langue est l'instrument privilégié de la communication. La parole est l'instrument privilégié de la communication. Évidemment, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Vous êtes entouré de machines de toutes sortes. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a les ordinateurs, toutes sortes de supports à la communication qui nous font oublier que ce ne sont que des prolongements, que ce ne sont que des béquilles qu'on ajoute à la communication première, qui est la parole. C'est aussi l'instrument privilégié de la communication, parce que c'est l'instrument qui est commun à l'ensemble des êtres humains. Partout dans le monde, on parle. Tout le monde parle, et tout le monde parle presque tout le temps. On parle 15 heures, 16 heures par jour, parfois 24. Il y en a qui parlent dans leur sommeil. Et sans nous en apercevoir, nous nous forgeons un instrument qui devient partie intégrante de nous-mêmes et qui, par conséquent, influence tous nos comportements et devient une sorte de possession presque égoïste. C'est aussi l'instrument privilégié de la communication parce qu'il n'a pas besoin de ses prolongements et de ses béquilles pour qu'on puisse s'en servir. Il suffit d'une bouche et d'oreille. C'est un instrument organique. Si vous voulez faire de la télévision, il faut vous prolonger avec une caméra de télévision. Si vous faites de la peinture, il faut une toile, des pinceaux. Si vous faites
du cinéma, il faut des caméras aussi et de grandes équipes. Tous les moyens de communication exigent ce prolongement. Si vous faites de la guitare, même si vous faites juste zigonner dessus, évidemment, ça vous prend un instrument qui prolonge le corps alors que la parole n'a besoin que d'elle-même, finalement, incarnée dans les corps qui nous appartiennent à tous et à toutes. Donc, instrument privilégié de la communication, ce qui fait que, même sans nous en apercevoir, quand cette langue-là se trouve en position plus ou moins difficile ou plus ou moins fragile, presque inconsciemment, nous avons un réflexe de défense. Il faut vous dire que, depuis 30 ans, la situation s'est améliorée considérablement. Juste un petit peu d'histoire, retournons au tout début, sous le régime français. Tout le monde ici parlait français. Je parle des colons français qui étaient arrivés ici et qui sont devenus par la suite les Canadiens. Il y avait bien sûr les Indiens d'Amérique qui parlaient d'autres langues, mais les colons parlaient français. À la conquête, en 1759-60, le conquérant anglais a voulu imposer sa langue. Il n'avait pas les moyens tout à fait de le faire. Ils étaient à peu près 10 000. Nous étions déjà 60 000 habitants au Québec. Et malgré les tentatives de nous imposer leur langue, ils n'ont pas tout à fait réussi. Tout au long de l'histoire, par la suite, on a tenté par tous les moyens d'imposer l'anglais et de nous assimiler. Il faut vous dire que cela a réussi dans un bon nombre de cas. Ici même au Québec, c'est par milliers des francophones qui se sont assimilés à la collectivité anglophone. Et si vous sortez du Québec, partout à travers le reste du Canada, les taux d'assimilation sont considérables. Si vous regardez le Manitoba, par exemple, au Manitoba, au tournant du siècle, où il y a 100 ans, il y avait plus de 50% de francophones. Aujourd'hui, il en reste 4%, et la plupart s'assimilent et vont finir presque par disparaître d'ici quelque temps. Les taux d'assimilation dans les provinces de l'Ouest dépassent 90, 92, 95%. Il s'agit, en l'occurrence, d'un véritable génocide. Quand on parle de nos Anglais à nous, à qui on enlève une petite affiche bilingue, il faut voir que ces gens-là, encore aujourd'hui, en 1989, n'ont pas d'école, sont obligés de faire des batailles effrayantes pour avoir des écoles françaises. Et quand ils réussissent à en avoir une petite, ils n'ont pas la gérance de ces écoles. Elles restent sous la gérance des anglophones. Une histoire difficile, parce que, parallèlement à la conquête militaire, nous avons subi aussi la conquête économique. Jusqu'à tout dernièrement, jusqu'à ces toutes dernières années, l'économie québécoise était aux mains des étrangers et aux mains des anglophones québécois. Vous êtes à Sorel, vous êtes à Tracy, vous êtes dans une région où on ne semble pas voir tellement de problèmes de ce genre-là. Or, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ici, ça se passait en anglais. Comme ça se passait en anglais à cette île, et à Sherbrooke, et à Drummondville, et à Montréal, et à peu près partout au Québec. Ça n'était pas que le problème de Montréal. Le Québec était unilingue anglais presque à sa grandeur. Et pour avoir une job, et pour avoir une bonne job, il fallait d'abord savoir l'anglais. Le français était relativement secondaire. Plus, si vous étiez d'origine française, même si vous parliez un anglais impeccable, il n'y avait pas moyen de monter dans la hiérarchie. Les efforts ont commencé de ce côté-là il y a 50 ou 60 ans, ça s'est accéléré considérablement à partir des années 60. Et nous avons créé un certain nombre d'instruments qui ont permis à des francophones qui étaient compétents depuis toujours et qui n'arrivaient pas à monter, qui ont permis justement à ces gens-là de monter et d'occuper les postes les plus élevés. Si on pense à l'Hydro-Québec, vous n'étiez pas né quand on a eu l'idée de nationaliser les compagnies privées d'électricité et de faire l'Hydro-Québec. Ça n'est pas si loin, c'est il y a 25 ans. Or, toutes ces compagnies d'électricité fonctionnaient en anglais exclusivement et les francophones y étaient réduits au plus bas niveau. Au moment où la nationalisation de l'Hydro-Québec s'est faite, tout le monde a crié « ça ne marchera pas ». Ces Canadiens français, ils ne savent pas faire marcher ça, ils ne sont pas compétents, ça va tout s'écrouler. Et il y a des gens qui vont dire c'est arrivé juste en 1989, mais alors des gens disent ben. Et pourtant, tout de suite après la nationalisation, les postes sont ouverts et en très peu d'années,
à tous les niveaux. On a retrouvé des Québécois francophones qui étaient compétents, mais qui étaient bloqués à cause, simplement parce qu'ils étaient de langue française. La bataille a été très dure, elle a été longue. Et je vois la différence entre vous et nous, je le disais tantôt à quelqu'un. Quand nous avons commencé cette bataille-là, nous, au début des années 60, nous étions enragés. Littéralement enragés parce qu'humiliés 20 fois par jour. Et je vois chez les plus jeunes, surtout ceux des polyvalentes, une sorte de sérénité que nous n'avons jamais eue et que nous n'avons toujours pas à l'âge que j'ai aujourd'hui. Autrement dit, c'est peut-être la première génération de Québécois. Nous ne sommes pas nés Québécois. Nous sommes nés Canadiens-Français. Quand nous disions, au début des années 60, nous sommes Québécois, les gens pensaient qu'on venait de Québec. Et le Québec aux Québécois, ça n'existait pas, ces choses-là. Alors, ça n'est pas si loin. Et tout à coup, on voit les plus jeunes, maintenant, qui sont nés dans une réalité québécoise, entourés d'une réalité française, entourés de créativité québécoise, des chansons qui nous ressemblent, une littérature, un cinéma qui nous ressemble, une télévision qui nous ressemble, des hommes politiques, des femmes politiques qui nous ressemblent. Ça n'était pas le cas quand nous sommes arrivés sur la scène politique. Et nous étions littéralement enragés. C'est tous les jours que nous avions à nous faire matraquer par les Anglais, littéralement, qui nous refusaient toute concession. Et c'est ainsi que la véritable bataille a commencé, et c'est pourquoi elle a été dans les premières années aussi dure. C'était relativement rapidement, et aujourd'hui nous nous retrouvons en 1989. Ayant fait un certain progrès de ce côté-là, il est évident que la société du Québec est beaucoup plus française qu'elle l'était. Mais si vous êtes là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, et s'il y a des jeunes parmi vous qui descendent dans la rue, qui font des tournois d'improvisation, et que sais-je encore, c'est que le problème n'est pas complètement réglé. Il faut se demander, est-ce que ça vaut la peine de parler français en Amérique du Nord? C'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Et la réponse, la plupart du temps, n'est pas très rationnelle. Non, ça n'a pas grand bon sens de parler français en Amérique du Nord. Ça, c'est la réponse rationnelle. Non, nous sommes 6 millions sur 250 millions de parlants anglais. C'est un peu fou de vouloir continuer comme ça. Mais la réponse qu'ont donnée toutes les générations de Québécois et de Québécoises depuis 400 ans, c'est que ça, c'est peut-être pas intelligent, c'est peut-être pas rationnel, mais c'est ça qu'on a envie de faire. Et si vous avez envie de le faire autant que nous avons envie de le faire, ben ça continue. Et ça ne se discute pas. Le jour où une génération ou 2 générations décideront, mais consciemment, que ça n'a pas de bon sens, que ça mène nulle part, eh bien, ça disparaîtra. Évidemment, si ça n'a pas de bon sens rationnellement, ça a quand même un certain bon sens dans une certaine réalité. Vous allez dire, et on va vous dire que nous sommes très isolés en Amérique du Nord. Et c'est vrai. Nous sommes évidemment dans une situation relativement fragile. Tout le continent est anglais, et il y a ce petit morceau de français sur le territoire du Québec. Nous sommes comme isolés à l'intérieur de nos frontières, et nous subissons une pression considérable, surtout avec les moyens de communication qui sont les nôtres aujourd'hui, une pression considérable de tout le continent. Même si les Anglais nous aimaient à mort, et même si les Américains nous aimaient encore plus, ils ne pourraient pas s'empêcher de peser de tout leur poids sur notre petite collectivité, simplement parce qu'ils forment une énorme collectivité et pesante. Mais si nous sommes isolés en Amérique du Nord, et ça on ne dit jamais assez, nous ne sommes pas isolés dans le monde. On tente toujours de nous faire croire que le français est une langue morte. Or, ce n'est pas le cas. C'est la 2e langue internationale du monde. Il n'y en a pas beaucoup de langues internationales. Il y a l'anglais, le français, l'espagnol, et c'est à peu près tout. Le chinois n'est pas une langue internationale, et pourtant, c'est parlé par 1 milliard de personnes. Le russe n'est pas une langue internationale. Le norvégien, le suédois, l'italien ne sont pas des langues internationales.
Le portugais n'est pas une langue internationale. Il y a 3 langues internationales qui servent véritablement à travers le monde. Il n'y en a que 3. Ce sont l'anglais, le français et l'espagnol. Il ne faut pas oublier non plus que le français fut la première langue internationale jusqu'il y a 30 ans. Pourquoi? Simplement parce que la France, il y a 200 ans, était la grande puissance et qu'elle a imposé sa langue à peu près dans le monde entier. Et tout le monde devait ou s'imaginer qu'il n'y avait pas d'autre langue comme on le fait aujourd'hui avec l'anglais. L'anglais n'a commencé à se répandre vraiment bien au-delà de l'Empire britannique, surtout à partir de la force des Américains, surtout à partir de la dernière guerre mondiale, 1940, 1945, 1950. C'est depuis ce temps-là, surtout, que l'anglais s'est répandu à travers le monde et qu'on en fait la langue seconde dans beaucoup de pays. Mais, historiquement, le français ayant toute une force considérable, et la culture française s'étant répandue à travers le monde, elle garde une grande partie de cette force-là. Et croyez-moi, si vous vous promenez à travers le monde, il est très souvent plus facile de vous faire comprendre en français dans beaucoup d'endroits que de faire comprendre en anglais. Mais cela, on ne nous le dit presque pas. J'étais en Israël il y a 4 ou 5 ans, et ma première surprise fut de constater que plus du tiers de la population est de langue française. Et j'écoutais mes nouvelles à la radio en français, et je regardais mes nouvelles à la télévision en français, et pourtant la langue officielle, c'est l'hébreu, et la langue seconde, c'est l'anglais. Mais on y parle français normalement, comme dans beaucoup de sociétés du monde. Partout à travers le monde, vous allez trouver le même phénomène. Et la culture française a rayonné partout à travers le monde, et elle reste une des grandes cultures du monde occidental. Donc, si nous sommes isolés en Amérique du Nord, cessons de nous croire isolés dans le reste du monde. Ce n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, mais ça nous donne une chance extraordinaire. Nous avons la chance d'appartenir à une langue internationale. Si nous parlions le danois, ou l'esquimau, ou l'oubkir, il y a une personne qui parle encore oubkir dans le monde, ou la plupart des langues du monde, il est évident que nous serions forcés très rapidement, comme le font ces gens-là, d'apprendre une langue seconde, et la plupart du temps maintenant, ils choisissent l'anglais, pour sortir de leurs frontières. Et ils ont beaucoup de difficultés parfois à intégrer des immigrants qui se disent, par exemple en Belgique, s'ils se trouvent en territoire flamand, est-ce que je vais m'intégrer aux Flamands, qui ont une langue qui est parlée par quelques millions d'habitants, qui n'a aucun rayonnement mondial? Ils vont plutôt choisir le français en Belgique ou l'anglais dans un autre pays. Alors que nous avons cette chance extraordinaire d'appartenir à une langue internationale, qui est parlée aux Nations Unies, qui est parlée dans tous les grands organismes internationaux, qui est parlée dans tous les pays du monde. Donc, si on voit que nos frontières nous paraissent parfois un peu étroites, on s'aperçoit par ailleurs que ces frontières-là, on peut les déborder très facilement et en français. Ça ne veut pas dire que l'anglais ne peut pas être utile. Ça veut dire que l'anglais ne doit pas devenir nécessaire au Québec pour y gagner sa vie, comme ça a déjà été le cas. Et que ça l'est encore dans bon nombre de cas. J'en reparlerai un peu plus tard. Il est normal en Amérique du Nord que la langue seconde ici soit l'anglais plutôt que le norvégien. Ça me semble assez normal. Mais pourquoi parler en tout le monde? À part l'idée que c'est intéressant de connaître 2, 3, 4 ou 5 langues, ce sont les individus qui choisissent, si nous vivons dans un pays normal, si nous vivions dans un pays normal, tout le monde travaillerait en français ou à peu près. La nécessité de l'anglais serait moins grande. Alors on va vous dire, oui, mais c'est pour faire affaire avec les Américains. Je ne vous poserai pas la question à vous ici, parce que vous êtes un peu jeune pour y répondre, mais dans un auditoire adulte, je pose toujours la question à 1000 personnes, il y en a combien parmi vous qui fait affaire avec les Américains? Je l'ai fait à Québec hier. Il n'y a jamais une main qui se lève, évidemment. Il y a à peu près personne qui fait affaire avec les Américains.
Puis dans 100 ans, il y aura à peu près personne qui fera affaire avec les Américains. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Il y a très peu de gens qui font affaire avec les autres ailleurs, que ce soit avec les Américains, les Japonais ou qui que ce soit. Or, sous prétexte qu'une petite minorité de nos gens auront à traiter dans d'autres langues avec d'autres personnes, on veut imposer l'anglais à l'ensemble de la population et en plus, la forcer très souvent à travailler dans cette langue dans son propre pays. C'est absurde, c'est aberrant, c'est ridicule, mais on finit par le croire, et puis on s'embarque dans ce genre de folie. La vérité, c'est que dans un pays normal, il y a une petite minorité de gens qui apprend d'autres langues pour communiquer avec des gens du monde entier. Si on veut communiquer avec le Japon, si on veut être diplomate à Tokyo, on essaiera d'apprendre le japonais. Si on veut être diplomate au Brésil, ambassadeur au Brésil, ou faire des affaires au Brésil, on essaiera d'avoir au moins des rudiments de portugais. Pas toujours l'anglais, d'ailleurs, les langues que les gens parlent à travers le monde. Ça, c'est normal, et ce sera normal chez nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, comme ça l'est. Mais c'est ça une situation normale. Une petite minorité de gens qui parlent des langues étrangères, pendant que la grande majorité, la très grande majorité, travaille dans sa langue, dépense son argent dans sa langue, et n'a pas à être doublement compétent, parce que ça exige une double compétence, hein, être bilingue, être doublement compétent pour gagner sa vie chez soi, ou pour dépenser son argent chez soi. Ça, c'est la situation normale des peuples normaux. Et quand nous aurons décidé d'être un peuple normal dans une situation normale, nous serons dans cette situation linguistique aussi. Faire affaire avec les Américains. Si vous allez au Japon, vous allez avoir la surprise de votre vie. Tout est en japonais. On n'y comprend rien. Ici, quand il y a un peu de français un peu partout, on dit les Américains ne comprendront pas, ils vont faire des accidents d'auto, puis ils vont se tuer sur les pentes de ski. Et on sait que le Japon est devenu, depuis un certain nombre d'années, une puissance économique considérable. On sait que le Japon fait affaire avec le monde entier, et notamment avec les Américains. Il y a combien de Japonais qui parlent anglais? 1,4% de la population, soit à peu près 2 millions de personnes sur 115 millions. Et il y a combien de Québécois francophones qui parlent anglais? À peu près 2 millions aussi, mais sur 6 millions. Qui fait le plus d'affaires avec les Américains, des Japonais ou des Québécois? La réponse est claire. C'est que pour faire affaire avec les Américains, on n'a pas besoin d'angliciser le Japon. Ils ont compris ça depuis longtemps, et tous les peuples ont compris ça depuis longtemps. Évidemment, vous allez dire, oui, mais c'est bien beau un pays français, maintenant de minorité anglaise, puis bon, il ne faudrait pas brimer leurs droits, la liberté d'expression, puis ils se sentent malheureux, puis quand on a fait la loi 101, il y en est parti 100 000, et puis bon. 100 000. Quant à moi, il peut en partir encore 100 000 autres. 100 000, hein? 100 000! C'est oublier les centaines de milliers, les millions de Québécois francophones qui ont été obligés de s'exiler aux États-Unis au 19e siècle parce qu'ici, sous une économie coloniale, gérée par des étrangers, contrôlée, possédée par des étrangers, ils devaient s'exiler pour ne pas être frein dans leur propre pays. Pendant que d'autres dizaines de milliers sont obligés de partir à travers le Canada, aller se faire assimiler dans les provinces de l'Ouest. Encore par le racisme anglophone de l'Amérique du Nord et du Canada anglais, qui les fera disparaître. 100 000, c'est bien peu, comparé à tous les nôtres, aux millions des nôtres qui ont été obligés de s'expatrier, qui sont partis en exil. Mais c'est bien peu comparé à tous ceux et celles qui, ici même, dans notre propre pays, très souvent, avons connu l'exil intérieur. La liberté d'expression, une pancarte, une affiche
Mais on a fait des glissements de sens incroyables dans cette affaire. La liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir exprimer des opinions. C'est pas simplement juste d'avoir le droit de parler de n'importe quoi. Le droit d'exprimer des opinions. Et des opinions qui puissent être contradictoires avec les opinions des autres ou avec les opinions du pouvoir. Et ça, la liberté d'expression. C'est pas acheter un Coke ou buy a Coke. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, ça. Mais absolument rien. Sauf qu'on a décidé que c'était ça, la liberté d'expression. Et que si on enlève un peu de ces affiches-là, bilingues ou unilingues anglaises, les pauvres Anglais sont frappés d'interdits. Et pourtant, ils ont la liberté d'expression. Lisez leurs journaux, écoutez leur télévision, leur radio. Ils ont la permission et le droit et le pouvoir de nous cracher dessus en anglais tous les jours et de nous mépriser, de nous traîner dans le bout, dans leur langue. C'est de la liberté d'expression, ça. Mais c'est comme si on les martyrisait. Ou alors ils vont dire, vous voulez nous cacher dans la garde-robe. Vous voulez pas que ça paraisse que nous sommes là. Vous nous enlevez de la visibilité. En enlevant quelques affiches en anglais à travers le Québec. Ils disent, nous ne sommes plus visibles. Et nous, un peu naïfs, disent, c'est vrai, pauvres Anglais, on les voit plus. Puis on se plaint, parce qu'on est tellement habitués, on aime tellement ça. Il faudrait les voir davantage. Et nous ne nous apercevons même pas qu'ils sont bien plus visibles que nous, pas en Amérique du Nord, pas à Toronto, pas à Vancouver, pas à New York, ici, chez nous. Regardez la télévision, et surtout si vous avez le câble, regardez la télévision, il y a beaucoup plus d'anglais que de français à la télévision. Écoutez la radio, vous entendez beaucoup plus de musique anglaise que de musique française, et si vous venez à Montréal, eh bien là, c'est considérablement plus en anglais qu'en français, surtout que les postes anglais ne passent pas de musique française et que les postes français passent beaucoup de musique anglaise. Regardez le cinéma, il y a beaucoup plus de films anglais que de films français. Regardez les magazines, les kiosques à journaux, il y a beaucoup plus de magazines anglais que de magazines français. C'est de la visibilité, ça. Nous en avons plein la vue et plein les oreilles. Écoutez, la musique, elle est beaucoup plus anglaise que française. Et ajoutons à ça toutes les institutions qui sont subventionnées à 100%, comme les institutions francophones, par le gouvernement québécois. Ils ont plus d'hôpitaux que nous per capita. Ils ont plus d'universités, de collèges et d'écoles que nous per capita. Et beaucoup plus que nous per capita. Ils ont toutes leurs institutions. Ils gèrent toutes leurs institutions. Et ils sont subventionnés par le gouvernement du Québec, élu majoritairement par des francophones. Et ils se plaignent encore. Ils disent qu'ils ne sont pas visibles. Mais c'est une farce monumentale. Et nous n'avons pas le droit de tomber dans ce piège-là. Nous sommes un des peuples les plus tolérants du monde. Et nous avons la minorité la mieux traitée dans le monde entier. Il est temps que si nous cessions de nous sentir coupables chaque fois que nous prenons simplement notre place dans la société. Il faut cesser de nous sentir coupables de faire mal à quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Et voyez-vous, le problème que ça crée, c'est que la minorité anglaise, finalement, seule, qui nous menace. Imaginez un Québec sans anglais. Réjouissez-vous pas trop vite, c'est pas possible. Mais imaginez simplement, hein? On ne serait pas là à se parler de langue, ça serait réglé depuis longtemps, ça. Mais ils sont là, puis ils sont là pour rester, puis c'est correct comme ça. Mais cesse pas de faire des pressions constantes et d'essayer de nous culpabiliser. Et si nous marchons dans ce jeu-là, nous sommes foutus. Nous ne sommes pas foutus par les Américains ou par les gens de Toronto ou de Vancouver. Au moment où nous avons passé la loi 101, New York s'est pas affolé, et puis Los Angeles et Chicago non plus. Hein? Personne de ces gens-là qui a crié. D'où il advient aussi qu'il est relativement facile d'imposer sa langue à condition de le vouloir. Nous l'avons voulu partiellement en 1977. La loi 101. En 24 heures, le Québec a été changé du tout. Vous ne pouvez pas vous en être aperçu, mais nous en sommes aperçus, et de façon incroyable.
Depuis 1759, depuis plus de 200 ans, jamais le Québec n'avait présenté un visage aussi français. C'était une victoire considérable. Ça a rechigné un peu, et comme je l'ai dit tantôt, 100 000 Anglais sont partis, mais ça a été la loi la plus populaire du gouvernement du Parti québécois et qui est toujours restée extraordinairement populaire, et on le voit encore aujourd'hui. Seulement, cette loi a commencé à être attaquée de toutes parts, par quelques personnes, finalement, parce que notre système permet ça. Il suffit que quelqu'un ici dans la salle dise qu'il n'aime pas tel article de la loi 101, vous trouvez un avocat, vous allez en cour, si le juge est d'accord avec vous, il vous donne raison. Eh bien, ça y est, à 3 ou 4 personnes, vous avez réussi à faire éliminer une partie de la loi, et cela contre la volonté de la majorité de la population, et une loi adoptée presque à l'unanimité par une assemblée nationale parfaitement légitime. C'est ce que j'appelle la dictature des minorités. C'est ce qu'on a fait depuis que la loi 101 a été adoptée. On l'a attaqué de toutes parts, on l'a déchiré en morceaux, puis il en est tombé des grands morceaux. Et pour c'était relativement facile de l'imposer, sauf que c'est pas nous qui décidons de ces choses-là. Nous pouvons décider en nous faisant l'illusion que tout ça peut durer. Mais ces grands pouvoirs, les pouvoirs véritables, ils sont à Ottawa, ils sont à la Cour suprême, ils ne sont pas en nos murs. Et c'est pour ça qu'éventuellement, il faudra en arriver à faire l'indépendance. Mais pour l'instant, restons-en là. C'est ce qui s'est passé. Mais ça a semé une sorte de calme dans la population québécoise. Pourquoi? Parce que pour la première fois de leur histoire, depuis la conquête, les francophones se sentaient beaucoup plus à l'aise dans leur société. Et ça a été assez extraordinaire. Et les anglophones, eux, se sont calmés aussi pour une raison très simple. Ils se sont dit, bah, c'est les méchants séparatistes, ils vont être au pouvoir quelques années, après ça, ils vont être renversés, puis on reviendra au bon vieux temps. Ça a failli arriver. M. Bourassa le leur avait promis, dernière campagne électorale. Il prend le pouvoir, et rendez-vous compte que si M. Bourassa avait eu un peu de courage, il aurait pu régler le problème pour l'éternité. S'il avait simplement dit, le lendemain de la prise du pouvoir, la loi 101 est là pour rester, et je vais même la renforcer, le problème était réglé pour toujours. Les Anglais auraient compris que là, c'était plus les méchants séparatistes. M. Bourassa est un fédéraliste modéré. Ils auraient compris que, au-delà des méchants séparatistes, le peuple québécois dans son entier avait décidé que nous irions jusque-là et que ça ne reculerait plus. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a rien fait. Et là, ça a commencé à se dégrader. Les Anglais, avec leur désir de vengeance, ont commencé à vouloir se venger. Ça a été assez terrible dans certains coins de Montréal, croyez-moi. Et l'humiliation que nous connaissions il y a plusieurs années, nous avons commencé de la ressentir encore. Et puis M. Bourassa est arrivé avec la loi 178, qui tout le monde en maudit. Puis là, il faut encore recommencer. Maudit, je t'en ai. Pourtant, c'est si simple, imposer sa langue. Il suffit de le vouloir. Et ce qui s'est passé aussi, probablement, depuis 3 ou 4 ans, c'est que les gens de ma génération, un peu plus vieux ou un peu plus jeunes, ont été très déçus du référendum. Ils sont entrés dans une sorte de dépression. Vous avez des parents à la maison, vous savez bien ce que je veux dire. Pendant que les jeunes avaient l'air complètement indifférents à tout ça. Et puis tout à coup, on s'aperçoit que les jeunes, et je dis bien les plus jeunes, ce sont ceux qui sont dans les polyvalentes, ce qui est un phénomène extraordinaire, parce que ça n'existait pas comme ça dans les années 60. Ça commençait au cégep, puis ça montait par la suite. C'était très rare que le secondaire se préoccupait de ces choses-là. S'aperçoit tout à coup que le mouvement nationaliste n'est pas mort, que les gens tiennent encore aux Français, et quand 60 000 personnes descendent dans la rue à Montréal, c'est la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec, on se rend compte que ça tient encore, cette affaire-là. Mais M. Bourassa tergiversait parce que depuis 3 ou 4 ans, il ne se passait rien, et on avait vraiment l'impression que les jeunes ne prendraient pas la relève et que c'était fini. Alors il s'est tout fourré dans ses affaires. Il ne sait plus comment s'en sortir. La solution qu'il a trouvée, c'est tout le paquet à M. Ryan.
Vous avez... Les libéraux avaient déjà donné tout leur parti à M. Ryan. Ça a donné. Hein? Alors la bataille recommence. Elle recommence aussi à l'occasion de l'arrivée de nombre d'immigrants, une arrivée qui n'est pas plus massive qu'autrefois, mais depuis la loi 101, nous avons décidé de les intégrer chez nous plutôt que de les laisser passer aux Anglais. Alors dans plusieurs écoles, vous connaissez pas beaucoup le problème ici, mais on le connaît beaucoup à Montréal, dans plusieurs écoles, il y a des centaines, des milliers d'immigrants de fraîche date qui entrent et qui sont à l'école française. À l'école Saint-Luc à Montréal, il y a des représentants de 72 ethnies et les francophones sont la population étudiante. Ça crée des problèmes. Et là, on a tendance à s'affoler. On dit, ça n'a pas de bon sens. On ne fait plus d'enfants. On est envahi par ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est s'affoler un peu pour rien. Il y a 100 ans, il entrait au Québec bien plus d'immigrants chaque année que maintenant. La ville de Québec était une petite ville de 30-40 000 habitants. Il rentrait au port de Québec chaque année 30 000 immigrants. Autant dans la ville. Tout n'est pas mort. Et nous en avons intégré une très grande partie à cette époque-là. Et depuis le début du siècle, c'est par centaines de milliers, par millions que les immigrants sont entrés ici. Nous avons intégré un certain nombre. Mais là, ça se dégradait considérablement. Rendez-vous compte qu'il y a 10 ans seulement, 90% des immigrants envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Il fallait réagir très promptement. Mais le problème n'est pas toujours réglé. Les immigrants ont encore beaucoup de difficultés à s'intégrer parce qu'on leur fait une vie de fou. Et que nous n'avons pas réglé ce problème-là, même pour nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas décidé de faire un pays français. Imaginez le Turc qui arrive à Montréal avec sa famille. Parle turc. On l'a averti, avant de partir, qu'il devrait envoyer ses enfants à l'école française. Il arrive à Montréal, envoie ses enfants à l'école française. On a oublié de l'avertir que lui allait se ramasser dans une shop où le boss ne parle qu'anglais et impose à tous ceux qui travaillent là. Et lui, à la shop, il est obligé de parler anglais. Rentre à la maison le soir, la mère parle turc, les enfants parlent français, lui parle anglais. Dans quelle langue ils vont se parler? Et là, ils doivent se dire, je ne sais pas dans quelle langue, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Et là, imaginez les immigrants qui nous sont le plus sympathiques, ceux qui nous aiment. Ça change quoi? Ils sont pognés avec ce problème insensé. Et nous ne l'avons pas réglé. Vous rendez-vous compte que plus de 40% des gens au Québec qui sont sur le marché du travail doivent de nos jours, en 1989, travailler en anglais? La loi le permet. Elle vous permet aussi de n'être pas d'accord. C'est-à-dire que si vous entrez dans une manufacture, n'importe où c'est l'anglais qui domine, c'est la langue du patron, et vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'écrire une lettre au patron et de lui demander de faire ses communications avec vous en français. Vous pouvez toujours écrire la lettre. Imaginez la réponse que vous allez avoir. C'est la porte immédiatement. Et là, vous n'avez plus aucun recours. Ah, vous pouvez quand même essayer de vous battre. Il n'y a personne qui est contre. Et tout le monde est obligé de continuer en anglais. Pas en 1960, pas en 1930, pas en 1900, en 1989, aujourd'hui au Québec. Et les immigrants arrivent là-dedans et c'est là-dedans qu'on les met. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent facilement et qu'ils aient envie de le faire? Et moi, si j'étais un immigrant arrivant au Québec ici, vous me voyant pris entre choisir la langue française au Québec, une langue que même les francophones ne veulent pas défendre, et l'anglais qui est la langue du continent nord-américain, je choisirais l'anglais, je dirais, fuck le français. Hein. Ben, ça me semble que ça va bien ensemble. Fuck le français.
Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons? Simplement parce que nous n'avons pas la volonté politique de régler les choses. C'est facile d'imposer sa langue, encore faudrait-il le vouloir. Mais si nous réussissions à le faire, le gouvernement d'Ottawa ou la Cour suprême du Canada peut renverser ça n'importe quand. Comme le gouvernement d'Ottawa et la Cour suprême du Canada peuvent renverser toutes les décisions que nous pouvons prendre à Québec dans n'importe quel domaine, parce que nous sommes une province du Canada et parce que nous sommes une minorité au Canada. Je vous ai parlé de notre belle majorité de 82% au Québec. C'est une illusion. Nous ne sommes pas séparés du reste du Canada, nous faisons partie du Canada. Et au Canada, nous ne formons que 24% de la population. Nous étions la vaste majorité au moment de la conquête. Nous sommes devenus minoritaires vers 1845, 50, 55, et depuis ce temps-là, notre proportion diminue, et ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas. Nous sommes une minorité. C'est parce que nous sommes une minorité que notre situation devient souvent intolérable. La seule façon de la changer, c'est de faire l'indépendance du Québec. L'indépendance... L'indépendance est quelque chose d'extrêmement simple, dans les faits. Nous passons du statut de minorité au statut de majorité, avec tous les pouvoirs, les responsabilités et les libertés que cela confère. C'est pas drôle d'être une minorité. Demandez à notre minorité anglaise, ils commencent à savoir ce que ça veut dire. Mais nous sommes une minorité depuis très longtemps. Une minorité toujours à la merci de la majorité. Qu'on fasse partie d'une minorité religieuse, sexuelle, politique, économique, quoi que ce soit. On est à la merci de la majorité. Si la majorité est de bonne humeur, ça va relativement bien. Si la majorité n'est pas de bonne humeur, on passe par là. Et nous savons combien de fois ça nous est arrivé dans notre histoire. Or, au moment où nous accédons à l'indépendance, notre majorité symbolique aujourd'hui, un peu irréelle, un peu abstraite, notre majorité québécoise, où nous formons 82% de la population, elle devient réelle. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans une situation normale, où cette majorité, accompagnée de ces minorités, possède tous les pouvoirs d'un pays normal. Possède l'instrument de son développement et de son épanouissement. Et ça n'est qu'un instrument, ça n'est pas une solution à nos problèmes. Le lendemain de l'indépendance, on aura encore des pannes d'électricité, puis il y aura des problèmes d'urgence à l'hôpital, puis il y aura tout ça. L'indépendance ne règle rien, elle donne un instrument de plus, des pouvoirs, des responsabilités de plus. Un point, c'est tout. Mais ça, c'est normal. On nous présente souvent l'indépendance comme les extrémistes séparatistes. Il y en a des extrémistes dans le monde, puisque tous les peuples sont indépendants, sauf nous. C'est normal, l'indépendance. Et c'est l'ouverture des frontières. On nous présente aussi l'indépendance comme une fermeture sur nous-mêmes. Mais c'est exactement le contraire, c'est l'éclatement vers le monde. Il n'y a pas de province dans le monde international. Le Québec ne peut pas être représenté aux Nations Unies, à l'UNESCO ou dans n'importe quel organisme international. Le Québec ne peut pas avoir de véritables relations internationales parce que les relations internationales ne se font qu'entre pays indépendants. Nous, chaque fois que nous voulons avoir des relations internationales, nous sommes obligés de passer par Ottawa. Par Ottawa, un gouvernement qui représente une majorité anglaise qui n'a pas les mêmes intérêts et les mêmes aspirations que nous, la plupart du temps. Nous sommes obligés d'être interprétés, traduits, et jamais le Premier ministre du Québec n'a le droit de se prononcer en notre nom sur les affaires internationales ou d'engager de vraies discussions internationales avec les autres. Alors on fait des petits colloques, on fait les jeux de la francophonie, toutes sortes d'insignifiances qui n'ont rien à voir avec les véritables relations internationales. Nous n'avons pas le droit de le faire, nous en sommes empêchés parce que nous sommes une province de la Fédération canadienne. L'aspiration à l'indépendance est une aspiration à l'ouverture des frontières, à la véritable interdépendance, mais à ce moment-là, d'égal à égal. L'indépendance ne fera pas de nous
l'égal des grandes puissances, nous en savons quelque chose, mais elle fera de nous un pays plus important que ce que nous sommes maintenant. Quand on parle de la Suisse, du Danemark, de la Suède, de la Hollande, de la Norvège, sont tous de petits pays indépendants et riches, ça ne leur donne pas la puissance de la France ou de l'Allemagne, mais ça leur permet de s'asseoir à la même table que la France et que l'Allemagne et de discuter de leurs intérêts, ce que nous ne pouvons pas faire. Ça fait une sacrée différence. Nous ne contrôlons ni la monnaie, ni le crédit, ni les banques, ni le commerce extérieur, ni Radio-Canada, ni le Conseil des arts, ni un grand nombre de subventions fédérales. Nous ne contrôlons pas les grands programmes de santé. Tous ces grands pouvoirs économiques et sociaux et culturels sont entre les mains du gouvernement central d'Ottawa. L'indépendance permet de les récupérer tout d'un coup. On dira, oui, mais nous en avons récupéré un petit peu depuis quelque temps. Je veux bien, mais à ce rythme-là, nous sommes encore en train de faire ces petites batailles dans 1000 ans. Je ne comprends pas qu'on fasse tant de batailles, et Dieu sait si nous en avons fait depuis 200 ans, tant de batailles pour aller chercher des demi-pouvoirs et des demi-libertés, quand il suffirait de décider ensemble d'aller chercher tout le morceau d'un coup, et nous pourrions le faire, et entrer ainsi dans la normalité des peuples normaux. C'est ça que ça veut dire, l'indépendance. Et si nous voulons parler de langue, nous ne serons sûrs de nos politiques linguistiques, nous ne serons sûrs de nos décisions linguistiques et de notre réalité linguistique que le jour où, indépendants, nous aurons le pouvoir, nous, de faire des lois que personne d'autre ne pourra rescinder que nous-mêmes. Dans ce domaine-là, comme dans les autres, l'indépendance est aussi nécessaire aujourd'hui qu'elle l'était il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et je n'ai pas l'impression de radoter aujourd'hui quand je parle d'indépendance, parce que les conditions premières qui appellent l'indépendance sont exactement les mêmes qu'il y a 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, heureusement, nous sommes encore plus préparés à la faire. Vous rendez-vous compte? Le Québec indépendant sera le 9e plus grand pays du monde, de par son territoire, sur 160, 170 pays. C'est que ça. Vous allez dire, oui, mais 6,5 millions de population, nous serions, pour notre population, au 56e rang. Pas mal, dans le premier tiers. Et nous serions dans les 30 pays les plus riches du monde. Pas pire. Pas une grande puissance, mais pas pire, il me semble. Et nous nous sommes forgés de grands instruments politiques, socio-économiques. Nous nous sommes donné des compétences et vous continuez à fournir de ces compétences. Nous nous sommes donné des institutions. Nous sommes une société moderne, vivante, créatrice, riche même. Et nous ne serions pas capables d'assumer nos propres responsabilités, mais allons donc. Vous avez 16, 17, 18 ans, vous quittez la maison. Vous êtes plus ou moins préparé, mais vous partez. Vous savez très bien qu'en partant, ce sera sans doute plus dur pendant quelque temps que de rester à la maison à vous faire vivre par vos parents. Mais vous partez parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça qui est normal. Vous pourriez bien ne partir qu'à 40 ans. Pas sûr que vous seriez plus préparé et que ça irait beaucoup mieux au moment où vous laisseriez vos parents. À un certain moment, plus on attend, plus c'est dommage. Ben, il en va des peuples comme des individus. À un moment donné, on prend ses libertés et on prend ses responsabilités. Ça n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Et c'est plus difficile de faire ça que de rester au sein de la Fédération canadienne à se faire gérer par les autres. Nous aurons toutes les responsabilités et il faudra les prendre et ce n'est pas facile. Et ce n'est une garantie de rien. Après l'indépendance, comme avant, nous aurons de bons et de mauvais gouvernements. Mais dites-vous qu'à l'intérieur de la Fédération, de bons et de mauvais gouvernements aussi. Ils ne peuvent pas nous garantir, eux non plus, que nous n'aurons plus à Ottawa que de bons gouvernements.
Ça me semble un peu illusoire. L'indépendance, c'est se placer en position normale, comme l'individu se place en position normale quand il quitte le foyer familial. Toutes les libertés, mais aussi toutes les responsabilités. Cette bataille-là est un peu disparue dans le brouillard depuis 7 ou 8 ans. Je pense qu'il vaut la peine de la reprendre. Ce qui m'incite à le faire, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu chez les jeunes depuis 1 an. Nous pensions tous que ça en était fait et pour toujours. Et vous avez vu la déprime de vos parents? Et puis tout à coup, ça s'agite chez les jeunes et chez les plus jeunes. Et nous nous disons, quoi? Peut-être n'avons-nous pas rêvé pour rien. Peut-être ces rêves de jeunesse que nous avions, peut-être ça vaut la peine de les rêver encore, puisqu'il y a d'autres générations qui en ont envie aussi. Mais nous avions peut-être été aussi un peu prétentieux. Nous avions cru pouvoir faire l'indépendance tout seul. Mais au moment où vous arrivez sur la scène politique, c'est 3 générations maintenant qui peuvent unir leurs efforts pour faire la bataille et la gagner. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai recommencé à faire des discours, peut-être que ce que nous n'avons pas pu faire seuls, nous allons pouvoir, ensemble, le faire. Maintenant, on pourrait passer une pagade de questions. Si vous voulez poser des questions à M. Bungo, il va être là pour répondre. Vous gênez pas, vous pouvez élargir le sujet tant vous voulez, c'est pas besoin non plus. Si vous avez une opinion à exprimer, vous gênez pas pour le faire. Oui. Ils veulent arrêter de faire publication en français, ils lancent des lettres en anglais. Québec n'a pas une beau rôle à faire avec aussi pour sortir le plan rouge pour sauver la langue française. Parce que les Français restent ainsi avec le marché qui s'en vient en 92. Je pense que c'est moins tapis à moins de français à la monde. Il ne faut pas exagérer non plus. Puis le flambeau de la langue française, le Québec tout seul, il va pas loin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la francophonie, c'est d'abord la France. C'est 55 millions d'habitants, une des 5 puissances du monde, politiquement, économiquement, militairement, un pays aux richesses immenses, vieille culture, vieille tradition, influence partout dans le monde. Puis il y a le Québec, 6 millions d'habitants, fragile, toute nouvelle civilisation, toute nouvelle culture, pas très solide encore. Il y a Haïti, il y a une partie de l'Afrique, il faut faire attention. On dit par exemple que le Zaïre est un pays français, que Kinshasa est la 2e ville française du monde avant Montréal. Ben oui, il n'y a à peu près personne qui parle français là. Mais le français, il est langue officielle. Bon. Alors ça, c'est encore fragile, mais on peut compter dans l'avenir, si nous ne faisons pas de bêtises vis-à-vis des Africains, si nous ne les méprisons pas, je pense que nous pouvons compter sur une certaine partie de l'Afrique pour former la francophonie. Il y a la Suisse, mais la Suisse, c'est 300 000 francophones sur 4 millions d'habitants, c'est très très petit. Il y a la Belgique, quelques millions encore, collés sur la France. Et puis, il y a partout à travers le monde de communautés françaises et des pays qui sont plus ou moins de langue française. Il y en a près de 50 ou 52, je crois. C'est à peu près 200 millions de personnes. La force de ça, c'est la France. Ici, chez nous,
probablement parce que nous ne nous sommes jamais libérés de la France, comme les Américains se sont libérés de l'Angleterre. Nous avons été conquis avant de faire notre indépendance de la France. Nous avons gardé toujours une espèce d'impression qu'on avait abandonné, et puis nous sommes très francophobes, dans les maudits français, sont comme si... Ce qui est absurde, tu comprends? La France, c'est nous, on vient de là, Jeanne d'Arc nous appartient autant qu'aux Français, et renier ses origines. Je me souviens beaucoup, mais dans les années 60, les Noirs américains, on leur avait appris la même chose, que l'Afrique c'était dégueulasse, qu'il n'y avait rien là, qu'il n'y avait jamais eu de culture et de civilisation. Et une partie du mouvement noir américain a consisté justement à se redonner la fierté de ses origines africaines. Quand ils ont inventé le Black is Beautiful, ça voulait dire Black is Beautiful dans toutes ces manifestations, aussi les plus laides comme les plus belles. Et ils ont compris, retrouver le sens de l'Afrique, de leurs origines. Et il serait temps qu'on fasse un peu la même chose, nous autres aussi, avec la France, et cesser d'être francophobes de cette façon-là. Ce qui ne veut pas dire que la France a toujours raison, il faut toujours donner raison aux Français, parce que tous les 55 millions de Français sont charmants, c'est pas vrai. Les deux grandes forces de la francophonie, finalement, c'est le Québec et la France. D'abord la France, mais le Québec aussi parce qu'il est relativement riche et qu'il est moderne. Si on parle, par exemple, de technologie de pointe, la France est très avancée, le Québec beaucoup moins, mais ensemble, on peut faire un bon nombre de choses. Je pense à la télévision TV5. Vous ne la regardez pas, mais moi non plus, presque pas, parce que c'est mauvais. Sauf que TV5 est une première dans le monde, et c'est extrêmement important en francophonie, et ces genres d'expériences-là, il faut les pousser au maximum, et il y a peu de monde dans le monde qui peuvent les réussir. Parce que c'est la première télévision internationale par satellite dans le monde. Et elle est de langue française. Mais pour arriver à faire ça, il faut d'abord avoir une langue internationale. Ça ne sert absolument à rien de faire une télévision mondiale en suédois ou en néerlandais. Il faut d'abord avoir une langue internationale. Il faut être à la fine pointe de la technologie, bien sûr, pour pouvoir se donner les machines qui vont faire fonctionner ça. C'est notre cas avec le Québec et la France. Et il faut être assez riche pour faire ça aussi, parce que ça coûte terriblement cher. Et la France est terriblement riche, et nous sommes considérés aussi comme un des pays riches du monde. Donc nous avons les moyens de faire ça. C'est pour ça que c'est important de faire ça. Sans quoi, il est évident que le monde entier va être englouti sous les communications anglaises, anglophones, des Américains, et c'est des presque partout. Donc nous avons cette chance-là, nous avons déjà mis quelque chose en marche qui pourrait s'améliorer considérablement. Compter sur la France, c'est d'abord savoir ce qu'est la France. C'est 55 millions de Français qui parlent français. J'en peux plus d'entendre nos colonisés québécois dire les Français font du shopping, puis ils ont le parking, et puis... Mais ils parlent français. Ils ont un certain nombre de mots anglais comme ça, surtout à Paris où on est très snob. On adopte toutes sortes de mots anglais qui viennent, qui partent, qui disparaissent. En général, c'est du snobisme. Puis il y a un certain nombre de ces mots-là qui restent, parce qu'ils représentent, à ce moment-là, ce ne sont pas des anglicismes, ce sont des emprunts, qui restent parce que la langue n'avait pas ce mot-là quand la réalité nouvelle est arrivée, et on l'intègre à sa langue, et toutes les langues font ça. Mais en France, on parle français, et j'ai hâte que tous les Québécois et les Québécoises le sachent et arrêtent de nous emmerder avec ça. Alors qu'au Québec, c'est une autre chose. Nous avons des problèmes de langue, et vous le savez bien. En France, on est beaucoup moins menacé qu'au Québec par l'anglicisation, de par la force même de la France, de par sa culture millénaire et 2 fois millénaire, de par sa richesse, et de par la division de tous les pays autour de la France. Ils ne sont pas dans un continent allemand, comme nous sommes dans un continent anglais. Nous sommes plus menacés, nous sommes obligés de nous défendre davantage, très souvent. Et c'est pour ça que nous sommes tellement fiers, des fois, de donner des leçons à la France en disant « Nous, on a fait ça. Nous, on fait ça. Vous autres, vous l'avez pas fait. » Puis, on a raison d'être fiers, sauf qu'ils n'ont pas besoin de le faire, eux autres, ou beaucoup moins besoin que nous. Ils sont moins menacés que nous. Cela dit, il y a une sorte de menace planétaire d'anglais. Il y a un bon nombre de Français en France qui, à l'aube de l'Europe de 1992, alors qu'on se demande quelle langue l'Europe va parler en 1992,
Aujourd'hui, la langue du marché commun, c'est le français. Mais avec l'abolition de presque toutes les frontières en 1992, la grande Europe, on s'est dit quelle langue on va parler. Évidemment, il y a le lobby qui veut que ce soit le français, il y a d'autres, il y a des Français qui disent il faut que ce soit l'anglais. Et ça, je pense qu'on doit combattre ça. Je pense que c'est ridicule de vouloir répandre l'anglais à travers le monde et de faire disparaître toutes les autres langues. Bon, gardons-en au moins 2, 3, 4 langues internationales, si possible, pour que tout le monde ne soit pas forcé de s'homogénéiser dans une seule langue. Alors ça, il faut avertir les Français que nous, on ne le prend pas. Et je pense qu'on le fait à l'occasion très bien. L'affaire de l'Institut Pasteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Institut Pasteur est un grand institut scientifique en France qui réunit de très grands scientifiques, et, qui a des publications, évidemment, savantes. 3 publications qui se sont toujours faites en français et qui n'ont plus la qualité d'ailleurs qu'ils avaient autrefois. Et là, il y a quelques mois, on a décidé que tout cela serait maintenant fait en anglais et qu'on allait enlever le nom de Pasteur des revues. Alors que Pasteur est un des plus grands savants de l'histoire du monde et qu'il est connu dans le monde entier. Puis si on enlève Pasteur, ils vont se dire d'où ça vient cette revue-là. Et là, évidemment, au Québec, tout le monde s'est affolé. Non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas laisser faire ça. Bon, ça n'est pas une tragédie nationale. Mais je pense qu'on a raison de crier et de dire ne laissez pas aller des instruments comme ça et continuez à les faire en français, même s'il faut y ajouter un peu d'anglais de temps en temps. Et on donnait l'exemple de cette revue au Québec qui s'appelle Médecine Science, je crois, qui est publiée qu'en français et qui est une très bonne revue savante et qui a un tirage plus élevé au Québec seulement que les 3 revues de l'Institut Pasteur. Donc la qualité aussi peut vouloir dire quelque chose. Alors, c'est ça un peu que je veux dire. C'est-à-dire que nous ne résisterons pas seuls. Il nous faut la francophonie et il nous faut compter surtout sur la France. Mais la France commence à comprendre aussi que la francophonie, c'est pas beaucoup de choses en dehors de la France et que le Québec est un rameau extrêmement important. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les Québécois de souche française sont le seul peuple français en dehors de la France. Hein? Les Aïérois, même s'ils ont appris à l'école que leurs ancêtres étaient les Gaulois, c'est pas vrai. Hein? Ce ne sont pas des Français, ce sont des francophones. Et la plupart des francophones du monde ne sont pas français. Il y a la France et le Québec, de souche française. Alors, en gros, c'est ça que ça veut dire. Nous avons la force et nous pouvons considérer que nous avons suffisamment de force, si nous avons la volonté politique, pour que la francophonie demeure et s'épanouisse. Mais il va falloir prendre des décisions extrêmement rapides. Et dans ce sens-là, nous devons être très vigilants. Et puis, de temps en temps, il faut dire aux Français, non, non, je pense que parce que vous n'êtes pas menacés, vous laissez aller les choses. Nous, on sait où ça mène si on laisse aller les choses. Alors, on peut se discuter très serré avec eux. Voilà. Oui. Quand on dit qu'on est la province la plus imposée au Canada, ça n'est presque plus vrai. Hein? Ça l'a été jusqu'à il y a quelques années. Ça s'équivaut maintenant à peu près avec l'Ontario. Avec des petites nuances, là, ça s'équivaut à peu près. Cela dit, quand on parle de vivre dans un pays, une province, il faut calculer plus largement que ça. Même si c'était encore vrai que nous sommes plus imposés que l'Ontario, parce que c'est surtout avec l'Ontario qu'on peut se comparer, parce que ce sont 2 provinces relativement populeuses et riches, et elle l'est beaucoup plus que nous. Bon. Et les gens, quand ils partent d'ici, ont plus envie d'aller en Ontario que d'aller à Terre-Neuve. Bon. Sauf que vous, par exemple, si vous décidez de vous installer à Montréal, vous allez voir qu'une maison, ça coûte pas cher. Si vous vous installez à Toronto, elle va vous coûter 4 fois le prix de la maison que vous avez achetée à Montréal. À Vancouver, c'est 3 fois le prix. À New York, c'est 5 fois. À Paris, c'est 12 fois. Quand on fait les calculs beaucoup plus larges comme ça, on s'aperçoit que ce qui rentre dans les poches qu'on a comme revenu et l'argent dont on dispose au bout de l'année, ça se compare actuellement très avantageusement pour le Québec. Et même si ça se comparait pas avantageusement, je pense que je n'ai pas encore répondu à votre question, c'est pas ça
qui importe au moment de l'indépendance. Au moment de l'indépendance, enfin pas le jour même, après un certain temps de négociation, il y a partage des dettes et des actifs. Nous qui formons 24% de la population du Canada, il est évident qu'au moment de l'indépendance, on a droit aussi à un quart de la dette du Canada, qu'il faudra bien assumer, puisque nous avons accepté qu'elle soit faite en notre nom par le gouvernement d'Ottawa. Ou alors, si nous ne l'assumons pas, là, évidemment, la chicane pogne pour de bon. Mais nous avons aussi droit à un quart des acquis. C'est-à-dire, pour être grossier un peu, un quart des avions d'Air Canada, un quart des wagons de chemin de fer de Via Rail, un quart de tout ce qui appartient au gouvernement central. Et nous récupérons aussi, évidemment, la totalité de nos impôts. Ce qui fait que nos programmes sociaux actuellement sont assurés à partir des impôts que nous payons à Québec et à Ottawa. Tant de milliards de dollars, X milliards de dollars, qui nous reviennent sous forme de services sociaux. Au moment de l'indépendance, les milliards qui s'en vont à Ottawa s'en vont à Québec, s'additionnent à ceux de Québec, et les programmes sociaux peuvent rester en place de la même façon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous payons maintenant, nous allons continuer de le payer après l'indépendance. Mais il faut bien comprendre que nous ne payons pas plus après l'indépendance pour les mêmes services. Nous payons déjà ces services-là, sauf que nous les payons à deux endroits plutôt qu'à un. Bon, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça dans la discussion, et là, se poser la question que tous les pays occidentaux se posent actuellement, comment on va faire de toute façon avec les programmes sociaux qui sont des gouffres sans fond. Et en Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous de ce point de vue-là. Des pays comme la France, la Suède, le Danemark ont des programmes sociaux beaucoup plus élaborés que les nôtres depuis bien plus longtemps. Et c'est aussi que ce sont des gouffres épouvantables. On n'y arrive plus, et surtout avec les populations vieillissantes. On sait que les vieillards coûtent beaucoup plus cher que des jeunes. Pas un seul exemple, vous savez que dans les soins de santé, trois quarts des dépenses de santé d'un individu sont faites dans la dernière année de sa vie. Dans la dernière année de la vie. Et comme la vie se rallonge, les vieux coûtent cher. Faites-nous mourir plus jeunes. Alors ça, on pourrait faire cette discussion-là aussi. Est-ce qu'un Québec indépendant devra continuer de cette façon-là? Cette discussion-là se fait à Ottawa, elle se fait à Toronto, elle se fait partout aussi. Mais je ressouligne que ce que ça va nous coûter après l'indépendance comme programmes sociaux, nous le payons déjà entièrement maintenant. Et il ne faut pas imaginer que c'est les quelques transferts de péréquation que nous avons maintenant, qui sont presque plus rien maintenant, pour changer quoi que ce soit. Je vais aller en arrière, si vous voulez. Parlez-nous du français écrit, son importance, sa vérité. Je vais vous décevoir un peu, moi je trouve pas ça très important. Les élèves applaudissent, les profs de français pleurent quand je dis ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'écriture a été à peu près inexistante. Les gens n'ont jamais su écrire. Et en 1989, si nous regardons la planète, au moins 95% des gens ne savent pas écrire. Et quand je dis ne savent pas écrire, ça veut dire ne savent pas même signer leur nom. Mais ils parlent automatiquement. Et ils lisent davantage. Même dans des civilisations avancées, il y a que 100 ans, par exemple en Europe, la plupart des gens ne savaient pas écrire. L'apprentissage de l'écriture est venu surtout avec la démocratisation de l'éducation. On parle du début du siècle en Europe. L'éducation gratuite en France, c'est 1895. Alors, ça fait même pas 100 ans encore aujourd'hui. Et là, massivement, on a commencé à alphabétiser les gens et à leur montrer à écrire.
Ça a toujours été un drame épouvantable dans toutes les écoles du monde entier. Et ça l'est encore en 1989. Si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, en Chine, partout, tous les profs se plaignent et tous les gouvernements se plaignent que nos enfants ne savent pas écrire. C'est que l'écriture est quelque chose de bien plus spécialisé que la parole. La parole, même si on veut bien parler, c'est peut-être un apprentissage de 1000 ans, mais pour se débrouiller, en parlant, ça se fait à l'âge d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, et on l'apprend à peu près automatiquement. Et on finit par se comprendre entre nous. L'écriture est une science qui relève de la parole, mais qui est aussi complètement différente de la parole, et c'est un long apprentissage, extrêmement difficile, et qu'on ne maîtrise à peu près jamais. D'autre part, si nous avons tous besoin de parler dans la vie de tous les jours, la plupart des gens n'ont à peu près jamais besoin d'écrire, sauf des petites choses. Hein? Il y a très peu de gens dans le monde qui vont faire le métier d'écrire. Hein? Il y a très peu de gens dans le monde qui vont écrire beaucoup de choses dans une journée ou dans l'année. On va remplir un formulaire, on va écrire une note, ça. Et ça, on peut se débrouiller assez bien avec un minimum d'écriture. Cela dit, c'est pas une raison pour tout négliger. Et c'est pas une raison pour ne pas se donner ce moyen de communication assez extraordinaire, parce que quand vous possédez la parole, l'écrit et la lecture, toutes les connaissances vous sont ouvertes. Toutes, sans exception. Alors que si vous connaissez le cinéma, les ordinateurs, tout ça, vous êtes limité à ça. Ça ouvre rien, ça. Il faut d'abord savoir parler, lire. Alors, ce que je dis, moi, j'attache pas une importance capitale à l'écriture. Par contre, j'attache une importance capitale à la bonne écriture de ceux qui font métier de le faire. Et j'enseigne, moi, le journalisme d'opinion écrit à l'UQAM. Et évidemment, nous avons une sélection sauvage en communication. Nous en prenons un sur 12 ou 13 à peu près. Et il y en a 25 ou 30 qui sont en journalisme. Et sur 25 de mes étudiants et de mes étudiantes, au départ d'un cours, j'en ai 20 qui écrivent correctement. Et j'en ai 4 ou 5 qui écrivent très bien. Et au bout de 45 heures de cours, en les fouettant et en les faisant pleurer un peu, à la fin du cours, il y en a facilement la moitié j'exagère, il y en a 9 ou 10 qui écrivent admirablement. C'est pas venu tout seul, ils écrivaient déjà correctement quand ils sont arrivés dans ma classe. Puis tout à coup, ils sont des écrivains. Ils sont pas venus de la Lune, ils sont venus de système d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui, à travers ce système d'éducation, qui ne nous apprend pas vraiment à écrire, apprennent quand même à écrire. Et il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui, en nombre, qui savent écrire qu'il y a 30 ans au Québec. Il y a une espèce de mythe. On dirait que les gens de mon âge ne se souviennent pas. Moi, je suis allé à Brébeuf, à Montréal. Bon collège. D'abord, on n'était pas nombreux au collège. Il y avait 10 000 personnes dans les collèges classiques. Hein? Pas beaucoup, ça. Dans ma classe, on était 2 ou 3 à savoir écrire, pas plus. Et en dehors des collèges et des écoles, où la très grande majorité des gens se trouvaient, c'était l'analphabétisme total. Les gens ne savaient ni parler, ni lire, ni écrire. Au moment où nous avons activement intégré les jeunes dans un nouveau système d'éducation, la proportion de ceux et celles qui savent écrire est restée, je dirais, à peu près la même que dans mon temps. Sauf que le nombre de ceux qui savent lire et écrire est beaucoup plus grand que dans mon temps. Je trouve qu'il y a quand même un progrès. J'ajouterais à cela, parce que je ne veux pas m'étendre trop longuement là-dessus, que ce qui me paraît beaucoup plus important que l'écriture, c'est la lecture. Et ça, c'est le grand drame de nos sociétés alphabétisées. Lire est une des fonctions les plus importantes de l'acquisition des connaissances. Et ça vaut même quand on a des ordinateurs, n'oubliez pas ça, quand les données rentrent sur un ordinateur, il faut savoir les lire. Il faut savoir les lire vite. Or, la plupart des gens, au Québec et ailleurs, ne savent pas lire. Et quand je dis la plupart des gens, je parle de 90%
des gens qui ne savent pas lire. Il y a les analphabètes complets. Il y en a 500 000 au Québec qui ne savent pas lire le nom d'une rue, qui ne savent pas lire le nom d'une station de métro à Montréal. Il y en a 500 000 au Québec. Et il y a tous les autres qui lisent si lentement qu'ils sont incapables de lire autre chose que le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal a en partie cette fonction-là. Des gros titres de qui permettent aux analphabètes fonctionnels de s'informer minimalement quand même par l'écrit. Mais dites-vous que la plupart des gens ne sont pas capables de lire un livre. Or, lire un livre, ça prend 2 heures, 3 heures. Si ça prend un mois, ou si ça vous prend 2 heures pour lire une page, vous n'aurez jamais le courage ou la patience d'en embarquer dans un livre. C'est impossible. Et moi, je vois ça partout autour de moi. Et chez mes étudiants et mes étudiantes à l'université. C'est partout, ça. Ça appartient pas à un milieu en particulier. Ce qui fait que toute la connaissance du monde qu'on trouve dans les livres et tout le plaisir du monde aussi qu'on trouve dans la littérature, la plupart des gens en sont privés. Et ce qui fait aussi que quand on voit des analphabètes de ce genre-là et qu'on dit, on ne le sait pas parce que les gens ne le disent pas qu'ils sont analphabètes, va te trouver une job, fais ceci, fais cela. Ne peut pas aller se trouver une job parce que ne peut pas lire le formulaire de demande d'emploi. J'ai interviewé une femme analphabète qui ne l'est plus il y a 2 ans. Je disais par exemple, au restaurant, elle avait appris à lire là, à 45 ans. Mais je dis, qu'est-ce que... Personne n'a jamais su autour d'elle. Hein? Elle avait honte de ça. Je dis, qu'est-ce que vous faisiez au restaurant avec le menu? Elle dit, quand on est analphabète au restaurant, on prend la même chose que son mari toute sa vie. Ou alors, on fait semblant qu'on a oublié ses lunettes. N'importe quoi. Mais on est complètement impuissant. Une façon de lire vite, c'est... Évidemment, il y a la lecture rapide, qui est une technique qui s'apprend assez rapidement, mais pour l'ensemble d'une population, il faut bien le dire, une façon de lire vite, c'est de lire qu'avec ses yeux. Hein, c'est la base même. Il ne faut pas prononcer les mots avec sa bouche et ne pas les prononcer dans sa tête. Si on ne lit avec les yeux, en 1 mois de petits exercices de cette façon-là, on triple, on quadruple sa vitesse de lecture. Sauf que nous apprenons à lire à haute voix. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais c'est probablement pas mauvais d'apprendre à lire à haute voix. Le problème, c'est qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et ça, on ne nous arrête pas. Il n'y a pas d'endroit dans le système d'éducation, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de temps où on nous arrête de lire à haute voix et à lire plus rapidement, simplement avec les yeux. Et on continue toute notre vie à lire à haute voix, très, très, très lentement. Et ça, dans une société alphabétisée comme la nôtre, c'est 100 fois plus tragique que de ne pas savoir écrire vraiment. Hein? Mais je pense que j'en fais une priorité dans un livre que je sors dans 1 mois. À l'intérieur de notre système d'éducation, il y a beaucoup de choses à changer, mais il y a une priorité absolue qu'il faut réintégrer dans le système, c'est parler, lire, écrire. Et ça va falloir mettre des efforts considérable là-dessus, parce que quand on a ces moyens de communication-là, on le répétera jamais assez, toutes les connaissances et tous les plaisirs nous sont ouverts et possibles. Mais quand on n'a pas ça, tout le reste nous est interdit. Alors il est temps qu'on remette l'accent là-dessus beaucoup. Mais je ne me fais pas d'illusions sur l'écriture trop. Et même sachant écrire, moi j'écris correctement et assez bien. Or, le livre que je viens de faire, évidemment, il y a une réviseur chez l'éditeur qui révise tout le texte. Alors je remets un texte impeccable, sans faute. Et je suis prof, et on dit que j'écris bien. Et elle, qui est une spécialiste, elle m'en trouve 12 par page. Hein? C'est pas facile, écrire et savoir écrire. Alors quand vous en avez que 8 par page, consolez-vous, dites-vous, Bourgault en fait plus. Merci beaucoup tout le monde. Merci.